8h15 dans une poignée de secondes. C'est l'heure de l'interview politique avec ce matin Ségolène Royal, la numéro 2 du gouvernement, qui vient à l'instant de s'asseoir face à Camille Langlade. Il va être question évidemment de tous les grands dossiers de cette rentrée politique qui s'annonce chargée. Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. On va bien sûr parler ensemble de la loi sur la transition énergétique, oui. Mais d'abord la rentrée difficile du gouvernement et votre commentaire sur ce contexte, croissance en berne et crise agricole qui s'éternise. Aucune rentrée n'est facile. C'est le rôle du gouvernement de répondre aux problèmes qui se présentent. Il le fait avec courage, détermination. L'objectif de 1% de croissance pour l'année est maintenu. Nous en sommes à 0,7. Donc il faut accélérer les investissements dans les secteurs producteurs de valeur ajoutée et d'emploi, et en particulier dans les secteurs de la croissance verte. Et je fais un lien très direct entre la loi de transition énergétique pour la croissance verte et la façon dont ça va débloquer les investissements dans tous les secteurs, d'abord du bâtiment. On va y revenir, mais voilà. Est-ce que vous comprenez l'optimisme de Michel Sapin et de Manuel Valls ? Écoutez, si les membres du gouvernement étaient pessimistes, c'est tout le pays qui le serait. Donc nous devons être combatifs, volontaires. Et moi, je crois que la France a beaucoup de potentiel, a beaucoup de capacités d'innovation et d'action, que les entreprises françaises sont extrêmement performantes, qu'elles doivent prendre confiance en elles davantage. C'est ce qui manque aujourd'hui, la confiance. C'est pour ça que, en particulier, nous devons inventer la société du futur. C'est-à-dire quels sont les créatifs, au risque d'apparaître déconnectés de la réalité ? Non, pas déconnectés. Pourquoi ? Il faut être concret, il faut être opérationnel. Par exemple, je dis aux Français qui nous écoutent, saisissez-vous du crédit d'impôt, de la transition énergétique, parce que si vous faites les travaux d'économie d'énergie dans vos logements, vous donnerez à la fois du travail aux artisans et aux entreprises du bâtiment, et en plus vous baisserez vos factures. Si je dis aux entreprises maintenant, saisissez l'opportunité de la loi de transition énergétique, investissez dans les secteurs des transports propres, dans les secteurs des énergies renouvelables, dans les secteurs du traitement des déchets, dans les secteurs de nouveaux matériaux. Les entreprises françaises ont des brevets, elles doivent investir. Je suis convaincue que les PME françaises sont performantes, ont des salariés bien formés, que la France a tout à fait la capacité d'avoir un rebond de croissance. C'est justement votre bonne nouvelle de la rentrée. Le Conseil constitutionnel a validé votre loi sur la transition énergétique. Ça fait de la France un pays plus écolo ? Ça fait de la France un pays exemplaire, un pays en avance. Parce que nous sommes le seul pays pratiquement à avoir transformé les discours en actes. Vous savez que nous sommes à un peu plus de 100 jours de la conférence sur le climat, échéance à laquelle les pays doivent s'engager, avoir des actions qui permettent de limiter le réchauffement climatique qui produit des dégâts considérables. Regardez la sécheresse que nous subissons en France. Et la France a traduit ces discours en actes, c'est-à-dire a fait voter par le Parlement au terme d'un immense travail, puisqu'il y a eu plus parcours semé d'embûches à l'Assemblée. Plus de 300 heures de débat entre les commissions, les consultations, le débat parlementaire, 5000 amendements. Je voudrais remercier les parlementaires de toute tendance politique qui ont contribué à ce travail très important. Et maintenant, je m'occupe des actions et de l'application concrète de la loi pour qu'elle crée des emplois. Finalement, ce n'est pas un changement drastique pour l'écologie en France, ce n'est qu'une transition. C'est une transition, mais une transition, c'est une forme de révolution verte. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il faut aujourd'hui vivre autrement, à la fois pour limiter la pollution, pour limiter la consommation d'énergie, pour transformer les énergies fossiles qui produisent des gaz à effet de serre, qui réchauffent la planète, et notamment le pétrole, le charbon et le gaz, en énergie renouvelable, c'est-à-dire le solaire, l'hydraulique, l'éolien, la biomasse, la géothermie, qui créent des investissements et qui créent des emplois. Et en plus, il y a un marché mondial, puisque tous les pays vont devoir faire la même chose. Et je dis aux entreprises françaises, investissez dans ces secteurs-là. Aux entreprises qui sont sur des secteurs traditionnels, elles doivent envisager leur reconversion. Donc ce sont des révolutions, puisque la reconversion, la transition, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on passe d'un système économique à un autre, qui s'appuie sur des valeurs plus durables. Nucléaires, justement, pour réduire ces gaz à effet de serre. Fessenheim ne va pas forcément fermer. Quelle centrale doit fermer ? Justement, l'énergie nucléaire n'est pas une énergie qui produit des gaz à effet de serre. C'est pour ça que la France garde un secteur de cette énergie important, mais réduit sa part. Pourquoi est-ce qu'on réduit ? Alors on passe par quelle fermeture de centrale ?
Eh bien, on verra le moment venu. Lorsqu'une centrale ouvre, une autre devra fermer. Et les discussions se feront. Et ceux qui ont fait des recours contre la loi de transition énergétique pour contester ce principe ont perdu ce recours, puisque, vous l'avez dit, le Conseil constitutionnel a validé ce juste équilibre, ce qu'on appelle le mix énergétique français, le nouveau modèle énergétique français. Ça a été bien sûr difficile. Il y a eu des débats, il y a eu des convictions. J'ai tenu compte de tous les avis pour faire en sorte qu'en France, on cesse d'opposer les énergies les unes aux autres. On a besoin d'une base nucléaire parce que nous avons un savoir-faire et qu'il y a certains pays qui sont demandeurs aussi du nucléaire, mais en même temps nous investissons dans la nouvelle génération de réacteurs plus petits, qui sont moins consommateurs de carburant et qui peuvent recycler les déchets. Et puis nous investissons très fortement dans toutes les nouvelles technologies des énergies renouvelables. 3 articles ont été rejetés dans votre loi, des articles assez concrets sur le gaspillage alimentaire notamment et la rénovation thermique des bâtiments. Sur ces 2 points, qu'est-ce que vous comptez faire ? Alors, sur le gaspillage alimentaire, donc effectivement, ça a été retiré du texte pour des raisons de procédure, puisque ces compléments sont venus assez tard dans le débat parlementaire. Eh bien, écoutez, je ne vais pas en rester là, parce que je pense très important de lutter contre le gaspillage alimentaire. À un moment où tout le monde n'a pas les moyens de se nourrir correctement, il est inadmissible que les grandes surfaces détruisent des stocks alimentaires, notamment en mettant de l'eau de Javel dessus. Et c'est vrai que la loi avait prévu des sanctions contre ce type de pratique. Je vais donc réunir très rapidement l'ensemble des grandes surfaces pour les mettre devant leurs responsabilités, puisqu'elles s'attendent là dans les 10 jours qui viennent, pour leur dire qu'elles doivent s'engager sur le plan volontariste. Vous pouvez les contraindre, les grandes surfaces ? Alors je peux les contraindre par la loi, mais donc là pour l'instant ce n'est pas dans la loi. Par le règlement ? Par le contrat. Vous savez, je pense aussi que dans les sociétés modernes, il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Et comme elles s'attendaient au vote de ce dispositif, elles savaient que maintenant, ce sont des pratiques qui n'étaient plus acceptables, qu'il y avait des sanctions à la clé. Donc je vais leur demander, et c'est l'opinion publique qui jugera, de signer un contrat avec la ministre de l'écologie que je suis, pour s'engager à changer leurs pratiques. Et il vaut mieux finalement de bonnes pratiques, parce que c'est plus rapide que des lois qui vont mettre encore du temps. Mais si elles ne le font pas, ce sera dans une loi. Ségolène Royal, vous revenez d'une tournée africaine dans des pays anglophones, Namibie, Botswana, Zambie notamment et Ghana, pour préparer la COP21. Oui. Qu'est-ce qui fera que cette conférence climat sera une réussite à Paris en décembre ? 3 choses feront cette réussite. La première, c'est que tous les pays du monde s'engagent à diminuer la pollution, pour parler vite, c'est-à-dire les gaz à effet de serre, c'est-à-dire ce qui provoque le réchauffement climatique, pour que ce réchauffement climatique voit ses conséquences dramatiques s'atténuer. C'est quoi les conséquences dramatiques ? C'est la disparition des États insulaires avec la montée de l'eau, c'est l'extension de la sécheresse. On en est où de l'engagement des États aujourd'hui ? Vous trouvez que ça va assez vite ? Ça progresse beaucoup. C'est-à-dire que depuis quelque temps, il y a une accélération de cette prise de conscience. Il y a eu des voix fortes qui se sont exprimées. La voix du pape qui a fait une encyclique magnifique sur la transition énergétique. La voix de Barack Obama, le Premier ministre chinois qui s'est engagé. L'Australie qui refusait de faire quelque chose s'est engagée également. Donc tous les pays, sous la pression d'ailleurs souvent des opinions publiques, ont compris qu'il fallait vraiment changer les bases du développement industriel. Du côté de la Chine, justement, avec ses problèmes économiques, elle pourrait affaiblir, amoindrir ses engagements sur le climat ? Je crois tout le contraire. Je pense que la Chine est en train de réaliser, regardez la catastrophe écologique que les Chinois connaissent aujourd'hui, qu'on ne peut plus laisser de côté la protection de l'environnement et l'écologie. Et le Premier ministre chinois qui est venu récemment en France rencontrer le chef de l'État a justement pris des engagements publics lorsqu'il était à Paris pour faire en sorte que la Chine s'engage aussi dans cette transition énergétique. Alors, 3 éléments pour un succès de la COP21. Vous disiez l'engagement des États, les deuxième et troisième éléments. Le deuxième, donc, c'est les solutions concrètes, c'est-à-dire que non seulement les États s'engagent, mais aussi toutes les entreprises, les citoyens, parce que chacun d'entre nous pouvons faire quelque chose pour diminuer le gaspillage d'énergie. Il faut également un accord contraignant. Comment obtenir ça, c'est l'accord, c'est le premier accord, c'est l'engagement des pays. Donc, contraignant.
Contraignant, il faut un accord. Vous avez les moyens de pression pour obtenir un accord contraignant aujourd'hui? Mais je pense que là, les pays ont compris que c'était de leur intérêt même, de leur propre intérêt, de faire en sorte de s'engager. Pourquoi? Parce que les pays qui vont s'engager sont aussi des pays qui vont connaître du dynamisme économique. Et la troisième raison et la troisième condition du succès, ce sont les financements et les transferts de technologie. C'est-à-dire qu'il faut donner aux pays les plus pauvres les moyens d'accéder à l'énergie solaire, par exemple. Si vous n'avez pas ces trois éléments, que se passe-t-il? Mais nous les aurons. Nous les aurons parce que le moment est venu. Vous savez, COP21, ça veut dire que ça fait 21 années qu'il y a des discussions. Donc il faut maintenant s'en sortir. Le moment est venu de s'en sortir parce que tous les pays subissent enfin, j'allais dire enfin, parce que ça veut dire que maintenant, c'est concret, les conséquences du dérèglement climatique. Il faut envoyer des signaux sur le terrain. Ségolène Royal est sur le terrain français et par exemple donner des signes aux écologistes, les faire entrer au gouvernement. Je pense que ça n'a rien à voir. La conférence climat est quand même important. C'est l'écologie. Oui, on est dans le même sujet. La conférence climat, c'est un enjeu planétaire. Ça se situe au-dessus des clivages. En France, au-dessus des clivages politiques. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas politicien ni partisan. Cette échéance de conférence planétaire, c'est un enjeu de civilisation, c'est un enjeu de survie, c'est un enjeu d'humanité, c'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu d'emploi majeur, c'est un enjeu de spiritualité même, puisque les églises s'engagent. Justement, Ségolène Royal, vous aviez félicité Barack Obama par un tweet pour son engagement en anglais, sauf que engagement, ça veut dire fiançailles. Vous avez félicité Barack Obama pour ses fiançailles? Pas du tout. Si, pas du tout. Écrit dans un tweet. Oui, mais engagement, allez voir le dictionnaire. C'est drôle, c'est assez drôle les réseaux sociaux parce qu'on se fait accrocher pour pas grand-chose. Mais non, allez voir engagement sur le dictionnaire. L'engagement, c'est aussi engagement. Engagement personnalisé, justement. Alors, bien sûr, ça a plusieurs sens, mais en français aussi, les mots, parfois, plusieurs sens. Vous avez corrigé? Oui, parce que comme ça buzzait sur Internet. Vous savez, moi, je suis assez souple, donc je prends en compte ce qui se passe, mais engagement, ça veut bien dire engagement personnalisé. Merci, Ségolène Royal, d'avoir été l'invitée d'ITélé ce matin. Merci. Et merci à toutes les deux pour cette interview de rentrée de la numéro 2 du gouvernement. Restez avec nous dans un instant. Nous parlerons du transfert du ravisseur présumé du petit Rifki Ahmed a été transféré de la police judiciaire de Bordeaux jusqu'à Rennes où il est entendu actuellement par les enquêteurs.